Eh bien, Stéphane, je vous présente pas, hein, faut que je le présente quand même. Stéphane Rinfret, Institut du Québec, notre cousin canadien, cousin québécois, qui vient nous rendre visite pour la deuxième fois, hein. Il était déjà venu l'an dernier au Franco 2012 et là donc grand Franco 2013 parce que Stéphane nous a fait un live de chez Paul. C'était très sympa et on t'adore parce que tu es extrêmement didactique. Tu fais pas ça pour montrer des prouesses techniques, mais vraiment dans l'intérêt du patient, l'intérêt technique, le matériel et tout. Alors, on va pas tout refaire les occlusions, Stéphane, on a déjà fait ça l'an dernier. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est te demander, c'est quelques petites questions très simples. Par rapport à 2012, 2013, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le matériel, c'est les indications? Qu'est-ce qui a changé pour toi de la manière la plus importante? Je dirais au niveau technique, au niveau des outils, les outils qui nous permettent de faire la dissection réentrée deviennent de plus en plus accessibles aux différents opérateurs dans le monde. Et on voit que les approches de type hybride, antégrade, rétrograde, avec approche de dissection réentrée sont de plus en plus acceptées et on se rend compte que les opérateurs dans le monde commencent à comprendre la valeur de pouvoir faire une procédure qui peut se faire dans un temps raisonnable avec une quantité de contraste et de radiation qui est raisonnable. Et puis cet argumentaire-là, qui nous était très cher en Amérique du Nord, commence à devenir important lorsqu'on considère des éléments de radioprotection et on voit qu'il y a une pression énorme, par exemple en France, de monitorer ces doses de radiation et tout, et de sorte que les différentes techniques, bien que chacune de ces techniques-là soit souvent un peu imparfaite, et on commence à accepter le concept qu'il est mieux d'avoir réouvert une artère possiblement dans une zone de fausse lumière et d'avoir mis un stent que de laisser une artère fermée et d'avoir irradié un malade excessivement. C'est super. Alors, commençons par le début. Depuis 2012, est-ce que dans la littérature, il y a un papier ou deux qui a montré que il y avait des conséquences cliniques très importantes. Il faut améliorer l'ouverture de l'artère quand on risque de diminuer la mortalité à distance, quoi. C'est ça le truc. Est-ce que le bénéfice, on démontre de plus en plus le bénéfice par les études? Là, évidemment, toutes les études jusqu'à maintenant sont des études observationnelles qui ont comparé les résultats ou les issues à long terme de patients chez qui on a pu ouvrir l'artère versus ceux chez qui on a eu un échec. Et malheureusement, les essais cliniques, et bravo aux Européens de mener l'étude EuroCTO en cours, qui va enfin répondre à la question au niveau de la qualité de vie et de la survie. Jusqu'à maintenant, il y a aussi une deuxième étude qui est sud-coréenne, qui est en cours également. Mais il n'y a pas d'études d'essais cliniques randomisés qui maintenant ont démontré, versus un traitement médical prévu, que la réouverture de l'artère était associée à une amélioration de la survie. Ceci dit, lorsqu'on regarde les études observationnelles, il semble y avoir se dégager de façon très forte, entre autres une méta-analyse qu'on a publiée en 2010, mais un groupe vient de répéter avec des études plus récentes la même méta-analyse que nous avions fait en 2010. Un gradient a fait un impact significatif au niveau de non seulement du besoin en pontage dans le futur, une réduction importante de l'angine, mais également de la mortalité. Et c'est peut-être la seule indication en dehors de l'infarctus avec élévation de segment ST qui pourrait, dans la maladie coronarienne stable, être associée à une réduction de la mortalité. Reste que, en l'absence de données randomisées, ce type d'association-là reste spéculatif et il va falloir le démontrer. Mais moi, jusqu'à maintenant, c'est sûr que vous êtes en train de demander à un plombier si c'est important de débloquer des tuyaux. Je vais vous dire que oui. Mais je pense qu'il faut garder en tête que la plupart de la littérature dans son ensemble semble favoriser l'artère ouverte dans le contexte de la CTO, ça c'est certain. Alors donc ça c'est bien clair et on progresse en fait. Il y a quand même de plus en plus d'arguments pour le faire. Alors
techniquement, par rapport à 2012, si tu avais à dire quel est le meilleur guide, quel micro-cathéter, qu'est-ce qui est le plus important depuis 2012, quels sont le matériel complètement innovant qui a changé encore un peu la pratique? Bon, évidemment, les cathéters de dissection réentrée, le cathéter Crossboss, Stingray, deviennent de plus en plus utilisés. Nous, on a commencé à avoir accès à ces cathéters-là en 2010, mais on peut voir ici en Europe que le marché commence à être pénétré par ces devices. Autrement, Volcano est arrivé avec son cathéter Valet, qui est un cathéter très intéressant en termes de capacité de pouvoir shaper ou mettre une petite courbe au niveau du bout du cathéter pour pouvoir travailler avec ce cathéter-là. Donc, un peu comme le live. Et au niveau des guides, fort malheureusement, nous sommes toujours en retard sur ce que nos collègues japonais ont accès. On y arrive au moment où la technologie arrive en Europe et en Amérique du Nord. Les Japonais ont déjà passé une technologie encore plus avancée. Mais on pourra voir... évidemment, les guides Sillon ont révolutionné. Nous, on a eu accès aux guides Sillon en mars 2013 pour le franchissement des collatérales et on peut facilement dire que cette technologie-là améliore substantiellement le franchissement des collatérales. Et finalement, peut-être simplement mentionner que dans la désobstruction aussi, certains guides, par exemple les guides Progress qui sont relativement nouveaux, j'avais peu d'expérience jusqu'à tout récemment. Je commence à les utiliser d'ailleurs davantage ici en Europe parce que les gens les aiment beaucoup. Et ce sont d'excellents guides très performants. Donc, dans l'ensemble, on peut voir qu'il y a un dynamisme au niveau de l'industrie à mettre dans nos mains des outils qui sont très bien. Alors Stéphane, juste un petit point de détail pour les lives. Là, j'ai vu des fois on voit l'occlusion, on voit le moignon, on voit aucun microchenal, on voit bien l'aval. Et puis tu attaques avec un Fielder XT. Moi, je suis toujours un peu surpris parce qu'il est tellement souple qu'on n'a pas l'impression qu'il va jamais passer. Alors moi, mon premier guide de première intention, là dans ces cas-là, c'est le Miracle 3. Et puis je monte s'il faut, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis d'accord. En fait, l'anatomie devrait dicter la stratégie. C'est pas nécessairement... j'aime pas quand les gens disent moi, j'utilise toujours le Fielder XT en intégrade. C'est faux. Il faut avoir il faut avoir l'espoir potentiel qu'au niveau du cap proximal, on pourrait y trouver un microcanal et pouvoir traverser facilement. Mais moi, ce guide-là, en termes d'escalade de guide, c'est un guide qui est relativement atraumatique et c'est un guide qui peut parfois s'engager dans un microcanal de façon très surprenante. Par contre, c'est pas un guide qui est banal dans certaines circonstances. Par exemple, si on a une occlusion avec des collatérales homolatérales importantes, ce qu'on appelle souvent des bridges. C'est un guide qui peut suivre une bridge et perforer une bridge. Donc, il faut avoir fait une analyse bien détaillée de la CTO comme telle si on veut s'engager dans ce type de CTO-là avec un guide aussi souple, mais qui peut facilement s'engager dans ces petits microcanals. Mais c'est faux de dire qu'on devrait toujours commencer avec ce guide-là. Il y a des circonstances où il faut vraiment avoir trop bu là, pour croire qu'on peut passer une CTO de 10 cm avec un Fielder XT. Là, c'est absolument impossible. Donc, avec des caps hyper calcifiés, il n'est pas rare pour moi que le premier guide que je vais utiliser pour ponctionner le cap proximal va être un Confianza Pro 12 et que je peux même pas rêver qu'un Fielder XT peut s'engager. Donc, bref, il y a certaines circonstances, comme dans le cas du live, j'avais peu d'espoir que le XT pourrait passer, mais je pense que d'un point de vue didactique, c'était quand même raisonnable de pouvoir montrer à des opérateurs qui font peut-être pas un aussi grand volume qu'au moins ce guide-là est un guide relativement sécuritaire. Et deuxièmement, les guides plastifiés, donc les guides que souvent les gens appellent de façon erronée des guides hydrophiliques, parce que la plupart des guides de CTO sont hydrophiliques. Donc, on parle d'un guide polymérique hydrophilique ou un guide non polymérique hydrophilique. Par exemple, le Confianza Pro, le Confianza Pro 12, ce sont des guides non polymériques
mais hydrophilique. Donc, le guide, les guides polymériques, donc ceux qu'on voit qui sont en plastique dans nos mains, ont tendance à respecter la structure vasculaire. Donc, le risque de perforation, mis à part s'il y a des collatérales ou molatérales qu'on aurait suivies, mais lorsqu'on suit le segment de la CTO, ces guides-là sont extrêmement sécuritaires. Au pire, ils vont disséquer, mais ils ne vont pas perforer la coronaire. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, pour les opérateurs qui vont travailler exclusivement de façon intégrale, ce sont des types de guides qui m'apparaissent très sécuritaires. Et je pense que d'un point de vue... Tu peux nous donner un listing là des... Vas-y, parce que c'est perd un peu... Et moi, en ce moment, je pense... Les guides pilotes sont des guides polymériques, également hydrophiliques, et à différentes forces. Par exemple, le pilote 50 est un guide de 1,5 g de force. On passe au 150 qui a à peu près 3 grammes de force, et le 200 à peu près 4,5 g de force. Donc, ce sont des guides qui sont extrêmement performants, qui vont en général rester dans la structure vasculaire et qui vont parfois suivre un microcanal qui est partiel, donc, et avoir la force suffisante pour pénétrer la CTO par la suite et puis ressortir en bonne lumière. Et qui vont peut-être plus facilement disséquer que d'autres. Oui. Dans certaines circonstances, oui. Mais par contre, entre une dissection et une perforation, il est probablement plus sécuritaire d'avoir une dissection. Et comme maintenant, l'approche hybride tente de finalement mettre en valeur ou tirer à profit la dissection comme étant un mode de traitement plutôt qu'une situation d'échec. La dissection, en général, n'est pas nécessairement une catastrophe, surtout maintenant que l'on a des outils qui sont appropriés pour pouvoir retraverser la CTO à partir de la dissection. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, nous sommes en train de préparer avec un groupe de gens qui font de la désobstruction un article de revue où on repasse les techniques qui devraient être favorisées par les opérateurs qui font peut-être, qui sont des opérateurs qui ne font que de l'attaque intégrale. L'objectif de ce type de papier-là est de faire de rappeler les principes de base de la désobstruction et aussi peut-être favoriser que plus de malades soient traités. Et des malades, parce que pour, par exemple, un opérateur qui fait 100 désobstructions par année, comme moi, il va de soi que je ne devrais pas faire de sélection basée sur l'anatomie. J'ai les outils pour pouvoir faire des cas avec des scores JCTO de 4. Par contre, l'opérateur qui va passer des heures à essayer de faire une CTO avec un score JCTO de 4 ou qui a mal lu la complexité de son cas, on vient de perdre des ressources. Le pauvre homme ou la pauvre dame qui a fait cette procédure-là a perdu son temps et le patient, on a risqué des choses. Alors, la sélection des cas pour les opérateurs de plus bas volume qui pourraient finalement faire des cas JCTO 0 ou 1 avec une attaque intégrale, avec 3 ou 4 guides, avec des succès qui pourraient dépasser 90%, on pense, un certain groupe de gens en intervention, que l'avenir passe peut-être par un portfolio d'opérateurs qui, selon leur capacité, la capacité ne veut pas dire capacité technique, mais capacité, on comprend que lorsqu'on a une salle d'angioplastie, on ne peut pas se lancer dans un cas de 4 heures ou de 3 heures lorsqu'on va avoir un STEMI à la porte. Donc, il y a des circonstances qui peuvent faire en sorte que certains opérateurs vont pouvoir faire des cas antégrades avec des succès extrêmement intéressants. Et simplement pour vous dire, dans la population de patients qu'on me réfère même après échec, les cas avec des scores de JCTO 0 et 1, ça occupe quand même 30% de la population. Donc, lorsqu'on comprend que la désobstruction reste quand même une intervention extrêmement exceptionnelle, et si on comprend que la plupart des opérateurs pourraient faire le type de procédure que j'ai fait hier, qui était relativement simple, qui s'est déroulé à peu près 20 minutes, on comprend que d'un point de vue santé publique, il pourrait y avoir un énorme impact. Très bien, Stéphane. On va peut-être encore une petite question pour terminer. Je pense que tu n'as pas bougé ton incidence d'attaque antérograde et rétrograde. C'est quoi? C'est 80-20 ou 85-15 Nous, on a l'impression que on s'est lancé un peu dans la rétrograde chez moi à Saint-Hilaire et puis en fait, on progresse dans l'antérograde parce que grâce au matériel, c'est quand même plus simple d'aller en antérograde. Alors, il reste quelques cas de rétrograde et on n'en fait pas beaucoup, en fait, c'est ça.
En fait, ça dépend vraiment du type d'anatomie qui nous est référé. Dans ma population à moi, la plupart en fait, j'ai 30% de patients qui ont déjà subi des pontages par le passé et 60% par ailleurs sont des monotronculaires et surtout beaucoup de coronaires droites et de longues occlusions. Le score moyen JCTO dans la population que j'ai traitée au cours des 3 dernières années était de 2,2 et la proportion de patients qui avaient des JCTO score de 3 et plus était d'environ 50%. Donc évidemment, dans cette population-là, on s'attend à ce qu'il y aura un taux de rétrograde plus élevé. Dans ma population à moi, j'ai un taux de rétrograde de 52%. Ah oui. Donc c'est beaucoup. Louvard, il est à 15%, il est à 20%. Hein. Voilà. Et la clé, et je peux vous garantir qu'il y a certaines des occlusions que je pourrais vous montrer qu'il faut absolument rêver de passer ça en antégrade, c'est impossible. Donc, et ça dépend du type de patient. L'anatomie dicte la stratégie. Et loin de moi l'idée de dire que tout devrait se faire en rétrograde, mais la rétrograde est une des options et en fait il faut minimiser le contraste, la radiation, puis essayer d'ouvrir l'artère, puis c'est ce qui compte au bout du compte. Écoute Stéphane, merci beaucoup. Hein. On pourra en parler des heures, hein, des occlusions. Il y a tellement de progrès à faire. En tout cas, ça change. Hein. En France, ça change. Les gens s'y mettent. Avec l'expérience, avec le temps. On a le bien fondé aussi des indications. On réfléchit mieux à la sélection des patients. Et c'est des gens comme toi qui nous font progresser. Et ben écoute, c'est avec plaisir qu'on refait le point au Franco 2014. Hein, et que tu seras de nouveau invité à faire des cas en live chez nous, peut-être en Normandie, dans le sud, à Toulouse et à Rouen. Donc, merci beaucoup. Hein. C'était un vrai plaisir de te recevoir, cousin québécois. Et surtout, recevoir un Québécois en Normandie, c'est un retour aux sources. Hein? Oui. Et je tiens à remercier le comité organisateur de m'inviter depuis 2 ans. C'est un plaisir pour moi. Et c'est un forum d'échange extrêmement dynamique et qui me permet de rencontrer des individus fantastiques. OK, merci Stéphane.